Le 27 mai 2011, à Hayward, une ville de la côte ouest des États-Unis, située dans la baie de San Francisco, Michelle Lee, une jeune femme de 26 ans, qui suit une école d'infirmière à l'université Samuel Merritt, sort du cours qu'elle est en train de suivre, expliquant à une autre étudiante qui est à côté d'elle qu'elle doit prendre un médicament dans sa voiture garée sur le parking de l'hôpital dans lequel elle fait son stage. Elle prévient aussi son instructrice et sort donc sur le parking, comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance. Mais 2 heures plus tard, Michelle n'est pas revenue. Alors son instructrice inquiète sort à son tour sur le parking, accompagnée par l'agent de sécurité. Mais la voiture de Michelle n'est plus là. Michelle a disparu. Pire, sa voiture sera retrouvée le lendemain à 10 minutes de là, avec des traces de sang à l'intérieur. Alors que s'est-il passé? Pourquoi Michelle a-t-elle abandonné son poste alors que c'était le dernier jour de son stage et qu'elle allait ensuite obtenir son diplôme? En remontant les images de vidéosurveillance de l'hôpital, les enquêteurs vont découvrir qu'une personne n'est pas étrangère à ce qui lui est arrivé. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Si vous arrivez tout juste sur ma chaîne, je m'appelle Charlie et je vous propose des récits d'enquêtes criminelles, des récits true crime, des récits de disparition, des enquêtes, également des témoignages. Je vous laisse aller faire un petit tour sur ma chaîne après cette affaire qui est totalement incroyable, qui va vous donner des sueurs froides. Et encore une fois, vous allez voir, la vidéosurveillance sera très importante dans cette affaire, pour résoudre cette affaire, puisque c'est une affaire aujourd'hui qui a connu un dénouement. On est parti. Je vous présente donc cette jeune femme qui s'appelle Michelle Lee, qui est née le 12 octobre 1984 au Vietnam. Elle est arrivée aux États-Unis lorsqu'elle avait 4 ans pour grandir dans un quartier de San Diego avec ses 2 parents, son jeune frère Michael et Christine, sa sœur aînée. La famille va se plaire aux États-Unis et c'est donc tout naturellement que Michelle va y faire ses études. Elle va obtenir un premier diplôme au Carmel High School en 2002, puis va fréquenter quelques mois plus tard l'Université d'État de San José. Le rêve de Michelle, il est très simple, c'est de devenir infirmière. Elle veut faire comme sa maman qui a emprunté cette voie il y a quelques années, une maman malheureusement qui va décéder d'un cancer en 1999 lorsque Michelle avait 15 ans et qui va donc pousser son papa à retourner lui au Vietnam alors que les enfants vont rester aux États-Unis. Et donc pour emprunter ce chemin, pour poursuivre ce rêve, Michelle n'a pas d'autre solution que de déménager, de s'émanciper un peu de sa famille et d'aller donc en Californie, à Oakland, dans la baie de San Francisco, pour suivre cette école d'infirmière à l'université Samuel Merritt, une université qui est très réputée. Et nous arrivons donc à cette fameuse année 2011. Le 27 mai 2011, tout va bien pour Michelle. Elle est très appréciée par les autres étudiants, elle est appréciée par le personnel médical. C'est vrai que c'est une bosseuse, elle compte pas ses heures, elle veut devenir infirmière, elle a toujours ce but en tête. Et en 2011, elle effectue donc son stage à 30 minutes d'Auckland, au Hayward Sleepy Hollow Medical, dans le service de neurologie pédiatrique. C'est exactement ce qu'elle voulait. Et donc ce 27 mai 2011, elle assiste ce jour-là au tout dernier cours de son stage avant l'obtention de son diplôme. Ça y est, elle touche au but, c'est le dernier jour. Après, elle pourra enfin exercer pleinement son activité, son rêve. Son stage, vous l'imaginez, a été intense, donc avant de rentrer vraiment dans le milieu du travail, Michelle va s'accorder quelques jours de vacances, et d'ailleurs c'est prévu le lendemain, le 28 mai 2011, elle doit partir avec quelques amis pour plusieurs jours de vacances, histoire de décompresser un peu, à Reno, dans le Nevada. Les vacances sont déjà programmées. Nous sommes donc en fin d'après-midi ce 27 mai 2011. Il est 18h15, il reste 15 minutes de cours avant les vacances, quand soudain Michelle explique à une autre étudiante qui est située à sa droite qu'elle doit aller prendre un médicament dans sa voiture. Sa voiture, c'est un SUV blanc Honda qui est garé sur le parking de l'hôpital. Et sort, comme on le voit sur les images de vidéosurveillance, sur le parking. Le problème, c'est que 2 heures plus tard, Michelle n'est toujours pas revenue, et ça c'est très étrange. C'est étrange pour l'instructrice parce que Michelle n'a pas signé ce registre comme quoi elle finissait son stage, comme quoi elle était partie. Alors, l'instructrice inquiète, aux alentours de 20 h, donc vous voyez, quasiment 2 heures plus tard, décide de se rendre sur le parking, accompagnée, comme on le voit, par l'agent de sécurité de l'hôpital. Mais la voiture de Michelle n'est plus là. Alors, l'instructrice se dit qu'elle est partie.
Mais c'est bizarre, ça veut dire qu'elle est partie précipitamment, sans son sac à main, qui se trouve dans son casier avec ses papiers d'identité. Elle a simplement gardé son portable sur elle et serait donc partie comme ça, sans son sac à main, sans ses papiers, pour en plus partir en vacances le lendemain. Pour l'instructrice, ça n'a pas de sens. Alors, elle essaie de l'appeler plusieurs fois, mais ses appels sont sans réponse. Et au moment où l'instructrice et l'agent de sécurité, comme on le voit encore sur ces images, sont en train de faire le tour du parking pour essayer de comprendre, la voiture de Michel rentre dans le parking. Soulagement. Elle était peut-être partie faire une course. Mais d'un coup, certainement à la vue de l'instructrice et de l'agent, la voiture fait une marche arrière brusque et repart à toute vitesse, sans qu'on réussisse à savoir si c'était bien Michel qui conduisait. Après cet épisode pour le moins étrange, l'hôpital va recevoir un appel. La personne au bout du fil affirme être Michel et demande à parler à l'instructrice qui donnait le cours, l'instructrice qu'on a vue sur le parking. Et voici ce que dit Michel au téléphone à l'instructrice. « Je suis désolé, j'ai dû partir rapidement, j'étais paniqué. J'étais paniqué parce que mon père vient de faire une crise cardiaque et je ne sais pas dans quel hôpital il se trouve. Donc, eh bien, depuis tout à l'heure, je fais tous les autres hôpitaux de la ville. » C'est plausible. C'est plausible, mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas parce qu'une des collègues de Michel, qui apprend cette nouvelle, explique que c'est impossible. Le père de Michel n'est pas aux États-Unis, il est au Vietnam. Et elle le sait parce que Michel, eh bien, lui a dit dans l'après-midi. Alors, était-ce vraiment Michel au téléphone ? À la suite de ça, vous allez le voir, les incohérences vont s'accumuler. Des dizaines d'appels et des dizaines de SMS sont passés sur le téléphone de Michel, sans réponse. Enfin, jusqu'au lendemain matin. Un ami proche de Michel reçoit une réponse provenant du téléphone portable de Michel. Ce texto dit ceci. « Mon téléphone a fait n'importe quoi et a tout supprimé. Tous ces textos ont usé ma batterie. » Et après ça, eh bien, elle s'est mise à répondre à tout le monde d'un coup. Mais il n'y a absolument rien de cohérent dans ces réponses. À quelqu'un, elle dit « je suis malade ». À un autre, elle dit « je suis parti en vacances à Rino ». À une autre copine, elle dira « ma batterie est out ». « J'ai passé une mauvaise nuit ». « Je fais une pause des réseaux sociaux, ne t'inquiète pas ». « J'ai envie d'être seule ». Et puis d'un coup, plus rien. Blackout. La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce que c'est Michel elle-même qui écrit ces textos ou quelqu'un d'autre qui se fait passer pour elle? La police va être prévenue par l'hôpital et la voiture de Michel sera retrouvée le lendemain, en fin de matinée, à 10 minutes à pied de l'endroit où elle a disparu, dans un parking du tribunal de Penderosa. La voiture est verrouillée et à l'intérieur, en apparence, rien de suspect, comme si avoir garé la voiture ici était normal. Les proches de Michel, notamment son frère et sa sœur aînée, qui vivent à San Diego, à 8 heures de là, vont être prévenus de ce départ soudain. Je rappelle que son papa, lui, est au Vietnam et que sa maman, elle, est décédée en 1999. L'affaire va prendre une autre tournure. La police ne va plus traiter le cas de Michel comme une disparition, mais comme un homicide. Tout d'abord parce que l'agent de sécurité de l'hôpital va s'apercevoir en retournant sur le parking au petit matin qu'il y a une trace de sang à l'endroit même où était garée la voiture de Michel. Une trace de sang qu'il n'avait pas vue la veille. Ça ne sent pas très bon. D'autant que la voiture de Michel est fouillée. Et on y retrouve aussi, à l'intérieur, du sang. Du sang qui, après analyse, appartient bien à Michel. Mais c'est pas tout. Parce que dans la voiture, on trouve également un autre ADN. Un ADN qui ne lui appartient pas. Il faut donc l'analyser. On commence à comprendre à ce moment-là que Michel n'est pas sorti du parking de l'hôpital de son propre chef, mais que quelqu'un l'a violemment forcé. Pire, quelqu'un l'a peut-être tué dans le parking. Mais ça, eh bien, on ne peut pas le vérifier parce que, comme par hasard, la seule caméra qui donnait sur la place de parking de Michel, ce jour-là était HS. Autre détail très important, quand la police fouille la voiture de Michel, il découvre sur le siège passager de la voiture un badge d'identification. Ce badge permet en fait de passer les portes de l'hôpital. Mais ce badge n'est pas celui de Michel, il ne lui appartient pas. On le sait parce qu'il y a une photo et un nom sur ce badge. Ce badge appartient à une certaine Katie Miller. Mais ça ne colle pas. Cette Katie Miller vient tout juste d'être embauchée et n'a pas encore commencé à l'hôpital. Et en plus de ça, eh bien elle est en vacances à Hawaï. Alors comment son badge a-t-il pu se retrouver dans la voiture de Michel? Cette réponse, on l'aura tout à l'heure. Le téléphone portable de Michel, je vous rappelle qu'elle l'avait dans sa poche au moment de disparaître, sera lui aussi analysé. C'est vrai qu'elle a envoyé des textos à certains copains le lendemain, des textos assez incohérents. Toujours cette question, est-ce que c'est elle qui a envoyé ces textos? En tout cas, on va pouvoir savoir où il a borné ce portable. Et on se rend compte que Michel a fait une grande boucle dans toute la ville d'Hayward avant de revenir sur le parking de l'hôpital 2 heures plus tard, comme on l'a vu tout à l'heure sur les images de surveillance.
Et son portable va se déconnecter, c'est ça qui est intriguant pour les enquêteurs, un long moment dans un coin reculé du comté, un endroit un peu plus isolé, où il y a beaucoup de forêts et de collines, avant d'émettre un nouveau signal. Et ce qui est étrange pour les enquêteurs, c'est que son portable va se déconnecter pendant au moins 45 minutes dans un coin reculé du comté, un endroit un peu plus isolé, où il y a beaucoup de forêts et de collines, avant d'émettre un nouveau signal en ville ce coup-ci. L'inquiétude grandit, les recherches pour retrouver Michel s'intensifient, les amis et la famille, qui arrivent sur place d'ailleurs dès le lendemain, distribuent des tracts en offrant une récompense de 20 000 $ à quiconque apporterait une information sur cette disparition. Des proches qui sont d'ailleurs interrogés par la police avec les traditionnelles questions, c'est normal. Est-ce que Michel allait bien? Est-ce qu'elle avait des problèmes? Des ennuis peut-être avec quelqu'un? Parce qu'on en arrive là, les enquêteurs s'interrogent sur la vie de Michel, sur ses relations amoureuses, ses relations amicales. Alors, on sait qu'au moment des faits, elle est, semble-t-il, célibataire, elle ne sort avec personne. Elle a une vie plutôt tranquille, plutôt rangée, elle a toujours cet objectif de devenir infirmière, donc c'est un peu métro, boulot, dodo, son stage lui prend beaucoup de temps. Michel n'a pas le temps d'avoir une relation amoureuse à côté. Elle a des amis à Auckland, mais elle ne sort pas beaucoup. Ah, si, c'est vrai. Elle avait une super amie, comment elle s'appelait? Gisèle Esteban. Une amie très proche qu'elle a rencontrée quand elle était à San Diego, avec qui elle a tout de suite matché, notamment au lycée. Elles étaient inséparables toutes les deux, elles s'entendaient super bien, à tel point d'ailleurs qu'elles ont déménagé en même temps à San Francisco pour fréquenter la même université. Gisèle Esteban est donc venue avec elle à San Francisco. Et d'ailleurs, c'est arrivant à Auckland qu'elles se sont un petit peu éloignées. La première raison de cet éloignement, c'est que Gisèle a rencontré quelqu'un, a rencontré un garçon qui s'appelle Scott, un garçon dont elle est follement tombée amoureuse, et avec qui d'ailleurs, elle va avoir rapidement une petite fille. Vous le voyez, les priorités ne sont pas les mêmes. Gisèle et Scott mènent leur vie de famille, et de son côté, Michel tente de suivre ses études et de devenir infirmière. Mais il va y avoir des péripéties parce qu'un an après la naissance de leur petite fille, Gisèle et Scott se séparent. Et dans le même temps de cette séparation, Michel et Scott, eux, se rapprochent et deviennent très amis. Un rapprochement qui n'est pas du tout au goût de Gisèle. Pire, pour elle, c'est à cause de Michel si son couple a volé en éclats. Elle la tient responsable. Alors, c'est vrai qu'avant que Gisèle et Scott ne se mettent ensemble et n'aient une petite fille, il y a eu un petit rapprochement entre Scott et Michel. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, ils sont amis. Mais Gisèle n'y croit pas du tout. Elle est convaincue que pendant qu'elle était en couple avec Scott, Michel couchait avec lui. Toujours est-il que les relations se compliquent et Gisèle prend sa fille, l'emmène à San Diego et le couple se bat pour avoir la garde légale. Et c'est Scott qui va obtenir la garde exclusive en août 2010. Après ce coup de massue, pour ne pas s'éloigner de sa fille, Gisèle décide de revenir à Auckland. Elle a le droit de voir sa fille une fois par semaine, et quand ils se revoient, c'est ce que confirmera d'ailleurs Scott, ça leur arrive avec Gisèle de remettre un peu le couvert, de recoucher ensemble. En remettant le couvert avec Gisèle, figurez-vous qu'elle retombe à nouveau enceinte de Scott. Et en mai 2011, au moment où Michel disparaît, Gisèle est enceinte d'à peine 3 mois. Voilà pour la situation. C'est dans ce contexte, vous allez l'entendre, que la police va interroger Gisèle, cette ancienne bonne amie de Michel. We heard about Michelle Lee. Michelle? Oh God, what about her? She went missing last night from her work. Okay. And talking to her friends and such, we understand that you guys had a tumultuous relationship. A tumultuous relationship? She was my best friend who slept with my then fiance. How long has she been missing? Since yesterday. And have you guys tried calling her? I have no idea how to help you with that. I've actually been trying to look for her. Since when? Almost a week now, to tell her to stay away from my daughter. Les enquêteurs passent également interroger Scott avec cette question. Est-ce que, au moment où Michel a disparu, vous entreteniez une relation avec elle? Et Scott répond que non. Alors, il dit que c'est vrai qu'ils se sont rapprochés à un moment donné quand il s'est séparé de Gisèle, mais rien de plus. Leur relation, elle est platonique. Ils sont juste amis. Et il va un peu plus loin, Scott. Il dit, on est amis, mais Gisèle ne le comprend pas. Et elle nous le reproche. Elle nous reproche d'avoir couché ensemble derrière son dos. Elle nous en veut. Elle est violente dans ses propos. Elle me fait peur. D'ailleurs, il continue. Il dit un jour, quand nous étions dans la voiture, je l'ai enregistré, alors qu'il y avait notre fille derrière. Voici cet enregistrement.
I asked you, can we just be honest about Michelle, because she's the one issue that I really, really am having a hard time dealing with. That's not what you said at all. Yes! Okay, we well didn't then talk for fine. days. Starting from now, we are going to be honest about Michelle. Do you understand me? Whether you sleep with her, whether you share food with her, whether you talk to her, you will be honest with me. Look at me! You will be honest with me regarding her. Otherwise, I will take your life and hers. Mom. And you can take that to the grave with you. Why? Why? Because you lied about her so many times, it's hard to believe that you didn't sleep with her and lock her up. You deserve to die for your lies, as does she, and you will. If you do it again, this is your last and final warning. Why? Do you understand me? It's your last and final warning. C'est quand même très louche toute cette histoire. On a compris que Gisèle est donc revenue dans la région pour se rapprocher de sa fille, elle retombe enceinte de Scott, elle les menace clairement tous les deux, on l'entend dans cette conversation, elle considérait Michel comme une rivale. D'ailleurs, elle lui a envoyé un texto très violent, en février 2011. Si tu étais vraiment l'amie de quelqu'un, la mienne ou celle de Scott, tu irais te faire foutre et me laisser tranquille. Mais tout ce que tu es, c'est la qui m'a suivi à San Francisco. La qui couche avec les mecs des autres parce que personne ne voulait de toi. Tu es un parasite. Et après ce texto, 5 minutes après, un autre SMS, mais ce coup-ci à Scott et Michel. Vous vous méritez vraiment tous les deux. J'espère que vous aurez ce que vous méritez. Vous êtes pathétiques. Vous êtes tous les deux des parasites. Plus l'enquête avance, plus on comprend qu'il semble y avoir une espèce de rage de la part de Gisèle envers Michel. C'est d'ailleurs pour cette raison que les enquêteurs interrogent à nouveau Gisèle. Un interrogatoire qui a été filmé. You and Michelle were close friends, is that right? I considered her my sister. And then, what happened? She made a mistake. Scott made a mistake. And was that when you were with Scott, or had you guys broken up, or? No, we were still together. They made the mistake twice. When was the last time that you and Michelle actually spoke? I don't know. I don't remember seeing her at the meeting. Back in December? I think so, yeah. Okay. And what has happened since then? I don't know. How do you feel about the fact that she's missing? I wish you guys would find her already. And since you and Michelle used to be so close, what do you think is going on with her? I don't know. I don't know who she is anymore. But as far as you know, this would be very unusual for her, right? To have just gone missing? I don't know. I don't know Michelle anymore. I stopped knowing her a long time ago. But needless to say, you don't like her. Yeah, that's evident. That's Okay. very clear. Vous le voyez, Gisèle est distante, elle se cache sous sa capuche, elle ne regarde même pas la policière quand elle lui pose des questions. On sent qu'elle n'est pas à l'aise. Mais on n'avance pas. On n'avance pas, on ne sait toujours pas où se trouve Michel, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, on ne sait même pas si elle est encore vivante. Et puis cette maudite caméra qui tombe à chaise pile dans la zone où est garé Michel. On n'arrive même pas à voir si quelqu'un l'a agressé dans le parking. Alors on s'en doute parce qu'il y a une trace de sang, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Puis on ne connaît pas l'identité de l'agresseur. Mais au fait, si on regardait les caméras de l'intérieur de l'hôpital, c'est vrai, on s'est intéressé à l'extérieur au parking, mais on pourrait consulter les caméras de vidéosurveillance de l'intérieur. Peut-être qu'on aurait des éléments. C'est donc ce que les enquêteurs vont faire. Rien de significatif le 27 mai, le jour de la disparition de Michel. Alors, on remonte le temps et on s'intéresse au jour précédent, au 26 mai. Et là, c'est la stupéfaction. Sur les images de surveillance à l'intérieur de l'hôpital, qui voit-on aux alentours de 8h30 ? Gisèle Esteban, en train de déambuler tranquillement dans les couloirs de l'hôpital. En fait, Gisèle s'est présentée assez tôt le matin du 26 mai 2011. Elle s'est faite passer pour une étudiante en stage qui a oublié son badge. La secrétaire lui ouvre donc la porte et elle profite d'être laissée seule pour enfiler, regardez, une blouse et voler le badge d'entrée appartenant à cette Katie Miller qui devait commencer la semaine d'après. Et ensuite, regardez, on la voit parcourir différentes salles de l'hôpital et récupérer des documents sur lesquels figure l'emploi du temps et le service dans lequel Michel se trouve en stage. Là, si on avait un doute, on n'en a plus. Gisèle Esteban était obsédée par Michel. Il y avait une rage en elle. Elle a prémédité son geste.
Pour les enquêteurs, les indices sont trop nombreux, d'autant plus que 5 choses vont sceller définitivement le sort de Gisèle Esteban. Les téléphones portables des 2 filles ont borné au même endroit, au même moment, avant que celui de Michel ne se déconnecte et soit donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, reconnecté en ville. Une autre caméra de surveillance va filmer Gisèle en ville, justement, en train d'écrire des SMS avec, on n'en a aucun doute, le téléphone de Michel. Aux mêmes heures, souvenez-vous, où tous les amis inquiets recevaient ces fameuses réponses incohérentes. Les chaussures que Gisèle porte, notamment sur ces images, sont analysées et elles présentent des traces de sang. Ce sang, c'est celui de Michel. Souvenez-vous également, je vous ai dit qu'un autre ADN avait été retrouvé dans la voiture, la Honda de Michel. L'ADN a été analysé. Il s'agit de l'ADN de Gisèle. Et pour couronner le tout, quelques semaines plus tard, Scott appelle la police pour leur expliquer qu'il vient de trouver caché à l'arrière de sa voiture, sous le siège, le téléphone portable de Michel. Sans aucun doute, c'est Gisèle Esteban qui l'a glissé ici. Gisèle Esteban est donc arrêtée le 7 septembre 2011. 10 jours après cette arrestation, un corps en décomposition est retrouvé dans un canyon à quelques kilomètres de là où le téléphone portable de Michel avait borné. Les chaussures blanches que Michel portait le jour de sa disparition sont également retrouvées à proximité. Les restes humains seront identifiés et grâce aux empreintes dentaires notamment, Michel est formellement identifié, c'est bien ses restes, c'est bien son corps qu'on a retrouvé. Mais la façon dont elle a été tuée ne sera pas déterminée. En octobre 2012, Gisèle Esteban est jugée et malgré toutes les preuves qui pèsent lourdement sur elle, elle plaide non coupable. Les avocats de la famille de Michel retracent le fil de cette fameuse journée du 27 mai 2011, expliquant que Michel a très certainement été poignardée sur le parking de l'hôpital. C'est là qu'elle a été tuée, même si on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Un peu plus tard, Gisèle Esteban avouera, mais pour se défendre, elle dira qu'elle est devenue paranoïaque du fait qu'elle ait perdu la garde de sa fille, que celle l'a mise dans tous ses états, mais ça ne suffira pas. Gisèle Esteban est reconnue coupable du meurtre au premier degré et condamnée en décembre 2012 à la prison à vie. Elle n'a exprimé aucun remords et en prison, elle donnera naissance à un petit garçon qui aujourd'hui a 10 ans et qui est élevé par les parents de Gisèle. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout. Affaire incroyable. Merci la vidéosurveillance pour le coup, parce qu'on n'avait aucune image sur le parking. Et grâce aux images de la veille, on s'aperçoit qu'elle est donc rentrée dans l'hôpital en se faisant passer pour une stagiaire et en piquant cette carte qui lui a permis le lendemain donc de rentrer dans le parking et d'assassiner Michel Lee. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à me suivre également sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.